Bonjour à tous du coup. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième matinale intitulée Questions-réponses. Cette matinale est animée par elle, Atlanson. Elle est financée par la région Bretagne et l'ADEME. Et on a du coup en partenariat aujourd'hui Vitré Communauté, Leclerc et Dualsun qui viendront intervenir pour Vitré Communauté du coup pour la chaleur fatale et les réseaux de chaleur, Leclerc pour la géothermie et Dualsun pour le solaire thermique. Concernant le programme de la matinale, on commencera par l'intervention de Monsieur Bocandé concernant le réseau de chaleur de Vitré Communauté. Il nous fera un retour sur son retour d'expérience concernant le réseau qui a été mis en place via différents partenaires. Ensuite, on abordera du coup les réponses aux questions concernant le solaire thermique avec Dualsun et Atlansun, notamment les différences entre pack solaire thermique, les différents schémas hydrauliques et l'intérêt du coup du solaire en complément de la géothermie. J'aborderai la partie bois énergie, notamment du coup quel est l'intérêt de combiner, est-ce qu'il y a un intérêt à combiner bois énergie et géothermie, le temps humain à passer en chaufferie pour une chaufferie bois déchiquetée notamment, et finalement notre avis entre géothermie et bois énergie les complémentarités qu'on peut y trouver entre ces différentes technologies. Et puis finalement, on abordera avec la géothermie, donc avec le CREA, avec Lauriel Brignon qui est avec nous, sur du coup la pertinence des solutions aquathermie, thalassothermie et des sondes verticales en fonction de la typologie de projet, l'intégration du géocooling en fonction du type d'émetteur, et si on a le temps, on abordera du coup les schémas hydrauliques avec un appoint gaz ou élec. Et puis vous aurez environ 10 minutes de temps libre pour nous poser vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Je vais du coup laisser la parole à Monsieur Bocandé, donc de S3 Tech, qui va nous parler du réseau de chaleur de Vitré. Tout à fait, merci, bonjour à tous. Donc, effectivement, Pierre-Yves Candé, donc moi je suis le directeur de S3 Tech. Donc S3 Tech, c'est un syndicat de traitement des déchets. Oui, bah voilà, moi, j'avais mis effectivement la présentation. S3 Tech, en fait, se gère le traitement des déchets pour le compte de trois adhérents, trois SMICTOM, donc qui ont la compétence collecte. Donc le SMICTOM des Pays de Fougères, le SMICTOM Sud-Est 35 et le SMICTOM des Pays de Vilaine. Donc aujourd'hui, on regroupe 158 communes. Donc 313 000 habitants. Et puis voilà, l'année dernière, on a à peu près géré 150 000 tonnes de déchets. Donc nous, on intervient à partir du moment où il faut massifier le déchet. Donc on gère des quais de transfert. Je crois que c'est juste après, si vous cliquez. Super, merci. Donc voilà, donc nous, nos outils, donc ça va être voilà, les quais de transfert, donc on va gérer la massification du déchet, et ensuite, soit on va avoir des exutoires qu'on gère en propre pour traiter les déchets, soit on va effectivement contractualiser avec des tiers pour le traitement. Donc voilà, donc là vous avez un petit peu la partie les outils. Je vais juste revenir pardon sur la partie outils parce que ça va faire le lien avec notre sujet, le sujet du jour. C'est qu'effectivement, en termes d'installation en propre, une des installations plus importantes qu'on va avoir, c'est le centre de valorisation énergétique des déchets qui est basé à Vitré. Donc le CVED ou usine de valorisation énergétique, UVE, enfin voilà, on trouve les différentes terminologies, mais c'est la même chose. Et donc sur ce site-là, on va traiter aujourd'hui pas une partie des ordures ménagères des trois adhérents. Et c'est ce site qui va nous permettre effectivement d'avoir une production d'énergie, donc qui va faire le lien avec le sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Et donc annexé à ce site-là, on a un réseau de chaleur et donc on va en parler. Donc après, on a une plateforme de compostage, etc. Donc si vous parliez du solaire, donc on a aussi deux anciennes décharges réhabilitées à Guignin et à Cornillé, et donc sur lesquelles on a des centrales photovoltaïques. Donc on a 3,5 hectares et 5,5 hectares de photovoltaïque. Donc voilà où on se situe, nous, la cartographie. Ah, ça a changé là. Ouais, si on peut passer ça, je pense, hein, si on va aller directement. Alors, par contre, ouais, on voit plus. Je pense que les couleurs ont changé entre, entre ma présentation et l'intégration chez vous.
Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà. Donc, nous, S3 Tech, donc collectivité de traitement des déchets, donc production d'énergie sur l'usine de valorisation énergétique. Donc, nous, l'usine de valorisation énergétique, donc on produit de la vapeur, hein. Le process, c'est de produire de la vapeur. Donc, on va brûler du déchet. On va avoir des fumées qui vont être à peu près à 1000 degrés. Ces fumées-là, on va les passer dans des chaudières, donc à tube d'eau. Et donc, on va chauffer l'eau. Voilà, un parcours. On va chauffer l'eau, la monter en pression, et donc on va produire de la vapeur. Donc cette vapeur, bon, la priorité, c'est de pouvoir l'utiliser effectivement enfin, telle quelle directement, sans transformation. Donc c'est la force un peu de où est implantée notre usine à Vitré, c'est qu'effectivement on va avoir deux industries à proximité qui consomment de la vapeur dans leur process. Donc on va avoir Sinova, donc qui vous est présenté là, et je vais juste y revenir après, et on a Lactalis. Donc eux, ils consomment de la vapeur, mais ça n'empêche que sur notre usine, on a aussi de l'énergie fatale qui restait. L'énergie fatale, donc issue du refroidissement des fumées, issue des retours des condensats, donc des retours des condensats de Lactalis, par exemple. On avait encore de l'énergie dans ces retours. Donc l'idée de notre projet, c'était effectivement de se dire comment est-ce qu'on peut valoriser cette énergie fatale qui n'est pas utilisable en process vapeur pour la valoriser. Donc c'est là est né le sujet du réseau de chaleur urbain sur Vitré. C'est effectivement à travers la valorisation de l'énergie fatale. Donc juste pour présenter Carvalis, donc Sinova, qui s'appelle Sinova maintenant. Donc c'est un des industriels qui prend de la vapeur. Et c'est aussi avec un des partenaires qu'on a sur le réseau de chaleur. Pourquoi? Donc lui, Carvaliste, effectivement, son process, lui, c'est la déshydratation de matière organique. Donc là, vous le voyez, le principe, c'est que lui, il a des grosses cocottes minutes, donc il va prendre l'énergie de l'UVE et il a des chaudières gaz chez lui aussi, on lui fournit pas 100% de son besoin énergétique. Il va utiliser cette énergie pour chauffer ses grosses cocottes minutes, voilà, gros système de cuisson double pot. Et en fait, avec la déshydratation de la matière organique, on va effectivement avoir un résidu de buée qui sont aux alentours de 90-95 degrés en sortie de process. Donc jusqu'ici, eux, ils utilisaient des aérothermes classiques, hein, pour condenser et puis ensuite enfin refroidir et traiter ces buées. Donc l'idée a été effectivement de se dire comment est-ce qu'il y a cette énergie. Donc là, vous voyez, énergie fatale, 8000 MWh par an, et donc avec l'eau qui est rejetée derrière. Donc la discussion avec cet industriel, c'est porté effectivement comment est-ce qu'on pouvait aussi valoriser son énergie disponible fatale. Donc voilà, donc là vous avez une vue, donc à droite vous avez l'usine de valorisation énergétique, à gauche vous avez Carvalis, donc on est vraiment sur deux sites qui sont collés. Et du coup, vous allez. Ouais, donc je vais passer cette partie-là, mais voilà. Donc c'est juste pour vous présenter vraiment la proximité des sites. Et donc il y avait un lien historique en fait entre les deux sites, puisque à la base, l'usine d'incinération, elle a été construite à côté de Carvalis pour traiter les odeurs de l'usine. C'était vraiment la genèse en 88 de l'usine. Donc voilà, donc du coup, pour le sujet de la récupération d'énergie fatale. Donc comment ça s'est monté? Donc je vous ai dit, on avait sur la partie usine d'incinération cette énergie fatale aussi qui était disponible. Donc ça, on avait fait un réseau de chaleur pour cette énergie-là. Euh, Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018-2019, il y a des abonnés, des clients qui sont venus nous voir en nous disant, nous aussi on est intéressés pour venir sur le réseau de chaleur et notamment une serre de tomates de 3,5 hectares qui s'est positionnée et a montré un intérêt sur une parcelle qui était juste à côté de l'usine. Donc nous, l'idée, c'était aussi de chercher d'autres moyens de production d'énergie pour répondre favorablement à ces demandes. Donc c'est là où effectivement les discussions sont vraiment devenues plus sérieuses avec Carvalis. Eux, ils avaient une volonté aussi RSE de valoriser cette énergie et puis en plus, voilà, par rapport à leur process, c'était aussi intéressant de pouvoir ne plus les passer dans l'aéro, etc. Donc on a lancé une étude d'opportunité conjointe avec Carvalis. Donc on a aussi eu des soutiens de l'ADEME sur cette partie-là, donc 50% ADEME, 5% Astrotech et 25% Carvalis. Donc la première partie, c'est vraiment monté conjointement, même en termes de financement, avec la société Carvalis. Euh, voilà, donc du coup, une fois qu'on avait fait cette étude d'opportunité, donc on a lancé un appel d'offres et donc on a retenu la société Dalkia pour faire la conception et l'exploitation du système de récupération d'énergie fatale et de l'extension du réseau. Donc je vais revenir sur le mode contractuel juste après. Là, c'est du coup sur le projet final tel qu'il a été réalisé. Donc,
Vous avez donc le CVED, donc ça, j'en ai déjà parlé, donc avec l'approvisionnement en ordures ménagères. La production de vapeur que je vous disais, vapeur à 201 degrés, la Vercalis Lactalis. Et donc on a de l'énergie fatale du CVED qu'on va amener sur le réseau de chaleur. Donc le réseau de chaleur avec le nouveau projet, donc il était plus alimenté que par le CVD, mais on a aussi rajouté dans ce que vous avez en vert l'énergie vitale de chez Carvalis. Donc là on est sur des systèmes, ce qu'on appelle Terrao, hein, c'est le système, donc c'est-à-dire que les buées vont passer dans de l'eau et donc cette eau va être réchauffée et donc après on a un échangeur à plaques chez Carvalis et donc on va récupérer cette énergie. Donc, vous voyez que au bout de la flèche verte, il y a deux ballons d'hydrostockage de 100 mètres cubes. Et vous voyez que chez Tomada aussi, on a un hydrostockage de 3000 mètres cubes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la particularité et un des éléments sur la récupération d'énergie fatale, c'est qu'on récupère de l'énergie issue du process. Donc en fait, on s'adapte à un process. Donc le process, il a son rythme de fonctionnement, il a ses aléas. Le Carvalis, leur priorité, c'est pas de produire de l'énergie. Leur priorité, c'est de faire tourner leur process pour déshydrater la matière. Ils sont aussi dépendants des arrivées de matière en fonction des abattoirs, etc. Donc eux, entre guillemets, voilà, ils sont pas là, ils se sont pas engagés à nous dire, bah, nous, on s'engage à vous fournir tant d'énergie sur telle durée, je veux dire hebdo, mensuel, etc. Non. Donc du coup, nous, et donc dans les faits, Carvalis s'arrête 2 heures par jour, 2 à 3 heures par jour le matin, et s'arrête tous les week-ends. Donc, mais les consommateurs en face, eux, ils s'adaptent pas non plus à la manière dont Carvalis gère son process. Les serres de tomates, par exemple, qui est aujourd'hui notre plus gros consommateur, ils vont pas arrêter de consommer parce que Carvalis est à l'arrêt. Donc du coup, ce qui a été designé, c'est des hydrostockages. C'est-à-dire que du coup, on va avoir des périodes, quand Carvalis fonctionne, on va avoir un peu trop d'énergie. Et donc dans ces cas-là, on va venir chauffer l'eau qui est dans ces hydrostockages pour pouvoir effectivement pomper, enfin prendre l'énergie de ces ballons quand Carvalis est arrêté. Et donc, en appoint aussi secours, on a une chaudière gaz qui a été installée sur le site. Donc aujourd'hui, le mix énergétique, donc ça c'était le mix énergétique théorique de départ. Aujourd'hui, le mix énergétique, on est plutôt à 30% du CVED, à 50-55% de Carvalis, et donc le reste de la chaudière gaz. Donc voilà comment ça s'est construit. Donc voilà, vraiment la particularité, effectivement, sur la chaleur fatale, hein, je le répète et j'insiste, mais ça fait partie du tableau après de synthèse qu'on a mis sur les avantages et inconvénients, mais c'est vraiment qu'effectivement, on vient se plugger sur un process. Et donc, encore une fois, enfin, on dépend du coup entièrement de ce process, quoi. C'est pas, voilà, le CVED, on produit de l'énergie, c'est de manière assez lisse, à part on a des arrêts techniques à annuels, mais c'est assez lisse. Le chaudière gaz, bon, voilà, vous connaissez. Une chaudière bois, voilà, ça peut être, bon, il y a une complexité, mais c'est plus simple aussi, alors que là, vraiment, on s'adapte à un process, quoi. Donc, ça demande aussi une gestion qui est beaucoup plus complexe en termes de gestion du mix énergétique. Donc voilà, donc le réseau final, donc et voilà, vous avez les clients. Donc, alors pourquoi normalement il y a un autre tracé qui doit apparaître, ou alors il est parti aussi. Je crois que le tracé est en noir. Ok. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il y a eu, ouais. Je pense que la couleur aussi a dû. Ah oui, en noir, pardon, excusez-moi, je l'ai pas vu. Donc voilà, donc vous avez l'usine qui est au niveau de la bulle Kervalis là, donc vous avez l'usine qui est là. Donc le projet, donc le tracé noir en fait, c'est le réseau de chaleur qui existait déjà avant le partenariat avec Carvalis et la récupération d'énergie fatale chez Carvalis. Donc l'énergie fatale du CVED, en fait, auparavant, voilà, alimentait donc BCM Fareva, donc essentiellement pour du chauffage de locaux, le SMICTOM pour du chauffage de locaux, les cuisines centrales pour du chauffage, et on l'a mis en bleu la piscine parce qu'on a fait des gros travaux, mais on avait déjà aussi la piscine, mais pour partie, on n'alimentait pas 100% de leurs besoins, donc il y avait des chaudières gaz chez eux aussi en relais. Donc avec le nouveau projet, la récupération d'énergie fatale, on a pu, donc les serres de Tomada qui ont pu s'implanter, on a pu alimenter Cooper Standard pour le chauffage de ces locaux, et là on peut maintenant approvisionner 100% de besoin de l'énergie de la piscine. Donc pour illustrer aussi le projet, donc Tomada s'est installé sans installer de production d'énergie chez eux, donc ils sont 100% partenaires du projet. Cooper Standard a du coup démantelé ses chaudières chez lui suite à son raccordement.
Et donc la piscine avec ses chaudières gaz ne peut pas non plus s'alimenter à 100%. Donc voilà, ce qui nous oblige aussi en termes de fiabilité du process, et donc ça c'est des choses qui sont réglées contractuellement, mais ça montre aussi voilà, l'intérêt que les clients ont vu sur cette extension de projet et sur la partie récupération d'énergie photale. Donc le projet c'est 2,7 millions, hein, donc le système de récupération d'énergie et l'extension de réseau. Donc marché global de performance avec Dalkia, je l'ai dit tout à l'heure. Et on a eu 900 000 euros de C2E issus d'EDF pour ce projet. Je ne sais pas si on peut passer. Voilà. Donc du coup, donc je disais tout à l'heure au début, donc Carvalis effectivement a été partenaire sur la partie étude de FESA. Après, sur tous les investissements qui ont été portés pour le réseau, tout a été, et même le système de récupération d'énergie fatale, etc., tout a été porté par la collectivité. En fait, aujourd'hui, voilà, c'est un projet, enfin, qui était assez novateur pour le coup en France, qui comportait quand même pas mal de risques liés, voilà, je le dis, j'ai pas mal insisté dessus, mais au sujet de l'énergie fatale et la capacité à la récupérer et l'adaptation au process. Donc finalement, pour que ce projet puisse voir le jour, ça demandait une implication de la collectivité quand même importante. Et donc les élus, voilà, ont pris le projet à bras le corps et donc y ont vu tout de suite l'intérêt pour le développement du territoire et puis pour aussi favoriser le développement même du réseau par rapport aux besoins. Donc on a donc avec Carvalis aujourd'hui, donc on a un contrat, hein, mais qui est vraiment basé sur une récupération d'énergie, donc d'opportunités. Donc ce que je disais, pas d'investissement industriel, pas d'engagement de fourniture industrielle. Voilà, j'insiste beaucoup dessus, mais voilà, lui, son métier, c'est pas de produire de l'énergie. En contrepartie, effectivement, du coup, alors juste ouais, c'est important pour le modèle économique aussi du réseau, on a une cession des buées à l'euro symbolique. Et par contre, voilà, qui est quand même indexé en partie sur le gaz pour générer des intéressements si besoin, si voilà, on a des prix de vente de l'énergie qui s'envolent aussi avec le gaz. Donc un contrat de 15 ans pour couvrir, pour se sécuriser quand même sur la durée d'amortissement de l'installation. Donc voilà, en synthèse, hein, pour les freins, difficultés rencontrées et puis ce qu'on a pu mettre en place. Donc ouais, j'ai beaucoup insisté dessus, mais voilà, difficulté d'obtenir des engagements de perf et des invests sur ce dossier non productif de la part de l'industriel. Voilà, ça c'est clair, hein, c'est un point d'attention particulier. Et puis trouver des industriels qui auront la volonté d'investir sur ce type de projet, c'est quand même assez compliqué. Donc du coup, voilà, nous on est intervenu de manière forte et presque totale sur le projet. Aussi voilà, avec des enjeux de décarbonation du territoire. Donc on s'est rendu compte effectivement que la puissance disponible était plus faible que prévu. Pourquoi? Parce que du coup là on est sur des buées, donc je l'ai pas précisé, mais la matière entrante de Carvalis, donc c'est du poulet et du canard. Donc on est sur des matières qui vont être très grasses. Donc les buées sont très grasses. Et donc il y a eu un changement entre le moment où on a fait toutes les études et le moment où on a mis en service. Quelques mois après la mise en service, ils ont bon, ça c'est du détail, mais ils ont eu plus d'arrivées de canards. Le canard est beaucoup plus gras que le poulet. Et du coup, les buées étaient beaucoup plus crasses. Donc, ce qui a provoqué des encrassements assez importants sur le process de récupération. Et donc, on a eu pas mal de petits sujets là-dessus. Donc, ce qui explique aussi pourquoi tout à l'heure je vous disais le CVD est présent de manière plus importante et le Carolis un peu moins aujourd'hui dans le mix. On avait projeté 65% et aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 50-55%. Donc voilà, sur vraiment la partie diag aussi, caractérisation de l'énergie disponible et la qualité de l'énergie disponible et du fluide, c'est très 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 important. Euh, voilà. Donc les aléas sur l'activité de l'industriel industriel du fournisseur et évolution de la stratégie industrielle du site. Bah voilà, donc ça rejoint ce que je dis depuis le début, hein, c'est qu'effectivement lui, il dépend aussi, donc c'est dans son process, lui, il veut qu'il dépend aussi des abattoirs. Donc, si les abattoirs, c'est une économie de marché, lui, en face, donc il peut gagner, perdre des contrats, etc. Donc, il peut avoir un aléa de charge sur son process et donc un aléa aussi de production d'énergie. Et puis ensuite, lui, effectivement, aujourd'hui, il fait cette activité-là, mais il pourrait soit changer son process, soit réorienter son process et moins générer d'énergie. Donc ça, c'est un vrai risque quand même pour la
le réseau en sa globalité. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un fonds de compensation du risque, donc qu'on a géré en interne au niveau d'Estratec. Et ensuite, on a voilà, bien travaillé aussi sur la formule de révision et la composition de notre prix auprès des abonnés pour que bah, on ait un lien quand même. On travaille de manière transparente avec nos clients et qu'on a un lien entre voilà, le tarif et les évolutions potentielles du mix énergétique. Disponibilité non régulière d'énergie fatale calquée sur les horaires de production lucide, bah ça je vous ai évoqué tout ça. Donc l'hydrostockage permet quand même de pallier pas mal à ce sujet, hein. Donc ça a été plutôt bien designé au départ. Et par contre, ça demande un travail vraiment quotidien, presque quotidien, hein, sur les périodes chaudes, avec les consommateurs, et notamment bon, avec le plus gros qui est Tomada, pour bien évaluer leurs besoins en température, en puissance, etc., pour on soit toujours au plus juste et qu'on consomme le moins de gaz possible, quoi. Donc ça demande vraiment, enfin le réseau est hyper évolutif et puis donc la situation du matin peut être pas la même de l'après-midi et donc ça demande quand même un suivi très très fin de la part des équipes d'exploitation, beaucoup plus que sur des réseaux classiques. Ça c'est clair. Voilà, donc j'ai été très rapide, mais si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci, Monsieur Bocandé, pour votre intervention. Euh, je vous laisse peut-être poser une ou deux questions maximum. On est un petit peu en retard, donc si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez prendre la parole, mais ça sera assez bref. Moi, j'ai une question, Corentin. Par rapport du coup au facteur d'encrassement des échangeurs. Enfin, si j'ai bien compris, c'est à cause de la graisse transportée par la vapeur que ça Tout à fait. calfeutre les échangeurs, c'est ça? Exactement, Et tout à fait. c'est ça qui vous limite du coup dans le mix énergétique. Et qu'est-ce que vous avez fait comme action du coup? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour lutter contre ça? Pas mettre un échangeur à plaque. Non, aujourd'hui, effectivement, en fait, enfin voilà, pour ceux qui connaissent l'industrie agroalimentaire, des échangeurs euh, qui passent ce type de fluide, ça existe. Voilà, dans la récupération d'énergie fatale interne, dans les process agroalimentaires, ça existe. Donc, on est plutôt sur de l'échangeur tubulaire ou des choses comme ça qui vont être moins sensibles à l'encrassement. Là, effectivement, dans le design, en fait, du coup, on n'avait pas caractérisé ce type de buée de cette manière-là. Donc, on est sur un échangeur à plaques. Donc, on va venir effectivement coller. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place qu'on a acheté un autre échangeur et on change 2 fois par an l'échangeur. Donc, c'est-à-dire que du coup, on fait toute la saison, par exemple, de janvier à avril, on a un échangeur. Donc là, voilà, sur la durée, on arrive à garder une bonne capacité d'échange. Et ensuite, dès qu'on voit que les capacités d'échange elles baissent, donc pendant cette période-là, on a un échangeur qui est hors site et qu'on a mis au propre, nickel. Et donc, quand on voit que ça se dégrade, on vient installer le nouvel échangeur. Et puis ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, l'autre, on le nettoie et ainsi de suite. Donc ça, c'est une vision pas forcément de long terme. Là, on est sur un projet effectivement de nouveau étendre le réseau de chaleur. Et dans ce cadre-là, donc là, on va avoir une capacité du coup d'investissement un peu plus importante. Et dans ce cadre-là, on va certainement changer le type d'échangeur. Voilà. Ok, très bien. Merci, Monsieur Bocandé, en tout cas, pour votre participation. Je prendrai en fin de réunion les questions si vous en avez des spécifiques à poser à S3Tech et je renverrai du coup les questions à Monsieur Bocandé, savoir si on peut y répondre ensemble. Et je vous Ouais, ferai un pas de retour par souci. mail Puis du c'est vrai coup. que j'ai pas mis mes coordonnées en fin de présentation, mais si vous pouvez les transmettre, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Voilà. Bah écoutez, je vous quitte aussi, donc je vous souhaite un bon webinaire. Et puis, bon travail. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser du coup la main à Atlanson et Dualson pour nous parler du coup du solaire thermique et des différentes technologies qui sont disponibles. Ouais, merci Corentin. Du coup, effectivement, il y avait une question sur les différences entre pack solaire et pack solarothermie.
Du coup, voilà, j'ai sollicité Tom du Alson pour pouvoir nous parler un petit peu de cette thématique et des différences. Et avant de lui passer la parole, je trouvais intéressant de revenir sur une notion et de vous présenter aussi un exemple. Alors, ça peut paraître finalement une évidence pour ceux qui connaissent bien le sujet, mais globalement, sur une pompe à chaleur, le coefficient de performance va être impacté par la température côté évaporateur et côté condenseur. Alors, j'ai repris un graphique de Antea Group Énergie Conseil qui illustre hein, l'évolution du coefficient de performance en fonction des températures sortie évaporateur et sortie condenseur. Et voilà, plus la température côté condenseur est faible et plus on gagne en performance. Et de la même manière, plus la température côté évaporateur est élevée et plus on gagne en performance. Du coup, pour une PAC géothermique, ce qui est particulièrement intéressant, mais je ne serai pas le meilleur pour en parler, mais c'est que la température côté sortie évaporateur dépend du sous-sol et que du coup, on a un potentiel qui est intéressant toute l'année, y compris en hiver, avec une température du sous-sol qui va rester voilà, intéressante par rapport à d'autres pompes à chaleur comme la PAC RO par exemple. Et donc, ça en fait une application qui est particulièrement intéressante pour les besoins en chauffage. Sur la PAC solaire, le fonctionnement est différent. La température de sortie évaporateur dépend de l'eau qui va circuler dans la moquette solaire, donc on va le voir juste après, et du coup dépend de la température de l'air extérieur et également de l'ensoleillement. Donc c'est particulièrement intéressant plutôt pour les besoins en période estivale, là où le coefficient de performance va être augmenté, et ce qui correspond généralement à des régimes plutôt d'eau chaude sanitaire, voilà, où on va avoir une consommation en été à l'inverse du chauffage en hiver. Euh, donc, c'est vrai que enfin, je sais pas si c'est un raccourci, mais en tout cas, c'est là où on va retrouver des applications parfois les plus intéressantes. C'est plutôt sur des besoins ECS pour les packs solaires et a priori plutôt sur des besoins de chauffage pour la géothermie. Mais bon, voilà, après, chaque application a ses spécificités. Pour illustrer une application pack solaire, je trouve intéressant de vous montrer les performances d'une pack solaire sur le site de Angers, sur une résidence étudiante, donc une résidence Odalis, qui fait de la production d'eau chaude sanitaire. Alors, la PAC solaire peut faire de la production d'eau chaude sanitaire, hein. Une autre application qu'on retrouve aussi, c'est des piscines, par exemple, à usage collectif, avec le réchauffement d'eau de piscine et d'eau de renouvellement, qui sont également très énergivores en été, ou d'autres applications industrielles. Donc voilà, là, à droite, ce qui est illustré, c'est une PAC solaire sur une résidence étudiante, où on voit 3 packs de 12 kW et un appoint intégré au ballon électrique de 54 kW. Et du coup, pour illustrer vraiment les évolutions, j'ai mis l'évolution mensuelle du coefficient de performance mesuré. Euh, donc de janvier à décembre, il doit manquer une colonne, mais globalement, on voit que en été, on arrive quasiment à des coefficients de performance de 3,8, 3,9, là où en hiver, on est plutôt en janvier à 2,7. Et donc, à l'échelle annuelle, on a des COP annuels qui sont en tout cas de 3,2, avec 180 mètres carrés de capteurs souples. Donc voilà, c'était vraiment plus pour illustrer la variation du coefficient de performance mensuel suivant la saison et donc forcément en fonction de la température extérieure et de l'ensoleillement. La PAC solarothermie, à la différence, mais Tom va le présenter juste après, intègre aussi la production de chauffage. Voilà un peu pour ces deux diapos introductives. Tom, je te laisse prendre la suite pour détailler un peu plus les applications. Ouais, merci Loïc pour cette introduction. Donc, juste pour m'introduire très rapidement, donc, moi je travaille chez Dualsun en tant qu'ingénieur d'études. Donc, j'accompagne notamment les bureaux d'études sur l'intégration de nos panneaux dans des systèmes soit existants ou soit dans la définition de nouveaux systèmes pour des projets collectifs. Donc, tout ce qui va toucher des bâtiments résidentiels collectifs, des écoles, des EHPAD, des bâtiments sanitaires, des complexes sportifs, etc. Et aujourd'hui, donc, je vais présenter trois systèmes différents qui sont la PAC solaire, la PAC solarothermique et la PAC solarothermique sur sonde, donc qui est de la géothermie solaire. Et donc pour commencer sur la PAC solaire, donc si tu peux hop, juste défiler un petit peu, c'est un partenariat avec Heliopac qu'on a depuis à peu près une dizaine d'années. Le fonctionnement, il y a deux types de fonctionnement. On a un fonctionnement en jour, un fonctionnement en nuit. Donc nous, on est fabricant de panneaux solaires chez Dualsun. Donc on fabrique des panneaux solaires qui font de l'électricité en face avant et de la chaleur en face arrière. Donc on a en fait un échangeur thermique sur la face arrière. J'aurais peut-être dû mettre un petit
un petit schéma, mais on peut le voir quand même sur le schéma à gauche. On va faire de la production de chaleur en jour, mais également en nuit, à la différence du solaire thermique qui pourrait uniquement produire en jour. Donc comment c'est possible? C'est qu'en journée, on va récupérer la chaleur du soleil via l'échangeur qui est en face arrière du panneau. Donc en gros, on va récupérer la chaleur du soleil à travers les cellules photovoltaïques. On va avoir un échangeur en aluminium sur lequel on va faire passer un circuit solaire sur la face arrière qui va directement alimenter une pompe à chaleur au glycolé haut. Donc on n'a pas d'unité d'air extérieure. La seule source froide de cette pompe à chaleur, c'est nos panneaux. La nuit, le fonctionnement est un petit peu différent. C'est qu'on ne va pas récupérer la chaleur du soleil parce que on n'a plus de soleil la nuit, mais on a des ailettes qui sont disponibles sur la surface arrière de l'échangeur qui permettent d'augmenter cette surface d'échange. Donc au lieu d'avoir à peu près une surface d'échange de 2 mètres carrés, on va avoir une surface d'échange de 6 mètres carrés qui permet de récupérer, d'absorber les calories de l'air, un petit peu comme on pourrait avoir sur une unité d'air extérieur sur une PAC Aéro, mais à la place d'avoir une circulation forcée, une convection forcée, on va avoir une convection plutôt naturelle avec en fait le flux d'air et des colonnes d'air avec le vent qui va permettre de récupérer les calories grâce à cet échangeur. Les puissances thermiques sont assez différentes entre le jour et la nuit, bien sûr, mais on va dimensionner la plupart du temps ce type de système pour pouvoir avoir une production minimale dans les conditions les plus défavorables. Donc les conditions les plus défavorables, ça va être la nuit, lorsqu'on va avoir très peu de vent. On va souvent dimensionner notre installation solaire thermique pour pouvoir toujours être capable d'alimenter cette pompe à chaleur. Donc, quelles applications globalement? Ça va être surtout de la production d'eau chaude sanitaire en collectif, comme l'a dit Loïc. Donc, souvent, on va estimer à peu près un besoin minimum à couvrir de 2 mètres cubes par jour pour que ce système soit pertinent. Sinon, on peut être sur du maintien en température de bassin collectif. On dit maintien en température et pas chauffage parce qu'on ne va pas faire la période de chauffe. Typiquement, si on est sur une piscine extérieure qui va être uniquement ouverte, je ne sais pas, par exemple de mai à septembre, le chauffage de la piscine ne va pas être fait par cette PAC solaire. On va toujours conserver une chaudière d'appoint. Donc là, on va plutôt être sur du chauffage, du renouvellement de l'eau ou du maintien en température de la piscine lorsqu'on a des déperditions thermiques importantes la nuit, typiquement. En plus de ça, on a toujours une production d'électricité parce que, comme je vous le rappelle, on a toujours une face avant qui est en photovoltaïque et qui est une face avant photovoltaïque classique sur laquelle on vient assembler un échangeur thermique. Donc, quelle typologie de bâtiment on peut retrouver dans ces applications? On peut retrouver du logement collectif, des hébergements sanitaires où on peut avoir du stockage en eau technique, typiquement. On peut avoir des bâtiments type hôtel, type résidence touristique, des établissements sportifs pour gérer et la production d'eau chaude sanitaire et les besoins, donc maintien en température de bassin collectif. On peut faire les deux à la fois, une double application. Au niveau du dimensionnement, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? On a des puissances de pompe à chaleur pour la partie eau chaude sanitaire de 10 et 14 kW. On peut en mettre plusieurs en cascade, si besoin, comme on l'a vu sur le retour d'expérience à Angers. Sur la piscine, on est plutôt sur des pompes à chaleur de 31 et 62 kW. Donc, c'est des pompes à chaleur avec bicompresseur. Donc, on peut activer une fonction monocompresseur ou bicompresseur pour faire du 31 ou du 62 kW. En fonction, bien sûr, de la température d'entrée, on peut avoir des puissances de sortie de pompe à chaleur qui sont bien plus élevées. Étant donné qu'on est sur une pompe à chaleur solaire, on peut injecter jusqu'à plus de 50 degrés dans cette pompe à chaleur. À la différence typiquement de la géothermie, où on va avoir souvent des limites d'entrée évaporateur qui vont souvent être de l'ordre de 20, 25, 30 degrés. Au niveau de la surface de dimensionnement PVT, donc photovoltaïque thermique ou panneau hybride, on va souvent être sur à peu près 4 à 6 mètres carrés de kilowatts de pack, donc ce qui est équivalent à peu près à 2 à 3 panneaux par kilowatt de pack. Donc forcément, ça fait des surfaces assez importantes pour de la piscine. On va souvent être sur des surfaces minimales de 100 à 250 mètres carrés. Et pour l'eau chaude sanitaire, ça va vraiment dépendre du besoin. Au niveau des forces et des points d'attention, donc au niveau des forces, on a un taux de NR qui est très élevé. Donc on a un apport thermique souvent qui est de l'ordre de 60 à 70%, et après une autoconsommation du PV qui est de l'ordre de 40%, et qui correspond à peu près à 10 à 15%, 10 à 20% plutôt d'autoproduction. Donc ce qui nous permet d'avoir des taux d'énergie renouvelable supérieurs à 75%. Une autre force de ce système, c'est le suivi à distance.
par le mainteneur, par l'installateur, par le porteur de projet, pour suivre le fonctionnement de son système et également les performances. Donc, il va pouvoir avoir un accès à distance de tout cet aspect monitoring, comme on pouvait le voir sur la slide de retour d'expérience de Loïc, qui permet vraiment de pouvoir suivre ses performances de système. Une autre force, ça va être la température entrée-évaporateur. On appelle ça une PAC solaire parce qu'elle est destinée à être couplée à du solaire thermique, donc à pouvoir avoir des températures entrée-évaporateur supérieures à ce qu'on pourrait avoir sur de la solarothermie que je présenterai juste après. Au niveau des, juste pour, si tu peux revenir derrière, au niveau des points d'attention, les points d'attention, forcément, on va avoir une surface d'installation de ces panneaux hybrides qui est quand même assez conséquente, qui nécessite d'avoir de la place en toiture. Mais à la différence de ce qu'on pourrait avoir sur du photovoltaïque plus du solaire thermique, là on combine les deux, donc on vient quand même réduire la surface d'installation par rapport à du photovoltaïque plus du solaire thermique. Un autre point d'attention, ça va être le volume d'installation de stockage. On a souvent un stockage de préchauffage de l'eau chaude sanitaire et un stockage pour la distribution de l'eau chaude sanitaire qui permet de maintenir et de gérer les pertes de bouclage. Donc ça, c'est un volume assez conséquent, donc il faut un local technique assez conséquent ici. Et dernier point d'attention, on recommande pas forcément cette typologie de système s'il n'y a pas de besoin de chaude sanitaire en été, parce que c'est là que les performances sont les meilleures. Donc si on est sur des établissements type établissement d'enseignement où on n'a aucun besoin d'eau chaude sanitaire en été, on va pas forcément préconiser, recommander cette typologie de système. Deuxième système, la PAC solarothermique, système très très proche de la PAC solaire, mais avec quelques petites différences. Je vous présenterai la synthèse un petit peu des points communs et des différences à la fin de ce système. Donc là, on est également couplé à une pompe à chaleur au glycolé eau. Ici, on va plutôt être sur de la production d'eau chaude sanitaire, mais également de la production de chauffage, pour tout ce qui va être émetteur à eau, donc type radiateur, plancher chauffant, ventilo-convecteur. On peut également faire du rafraîchissement, on n'est pas sur les mêmes puissances que pour la partie chauffage. On va plutôt être sur à peu près 30 à 40% de la puissance chauffage. Donc typiquement, si on a une pompe à chaleur de 10 kW, on va faire à peu près 4 kW de rafraîchissement. On a toujours cette production d'électricité et on va avoir un fonctionnement qui est très proche de la PAC solaire, à la différence de ce qu'on peut voir sur l'entrée évaporateur, c'est une vanne 3 voies mitigeuse. Cette vanne 3 voies mitigeuse, elle va protéger l'évaporateur de la pompe à chaleur pour limiter la température qu'on va lui injecter. Donc on ne peut pas lui injecter plus de 25 degrés. Donc cette vanne mitigeuse va permettre de limiter cette température entrée évaporateur. Voilà. Ensuite, au niveau des bâtiments, si tu peux passer, Corentin, on va surtout être principalement sur du résidentiel individuel. C'est comme ça qu'on a commencé, mais on a des projets également, comme ça qu'on a commencé en France, mais on a des projets collectifs en Allemagne, dans les pays nordiques et en Belgique typiquement. Donc on peut aujourd'hui faire du petit collectif parce qu'on est sur globalement des pompes à chaleur qui vont de 6 à 20 kW avec jusqu'à 8 packs qu'on peut installer en cascade. Et il va y avoir des déclinaisons de ces pompes à chaleur jusqu'à 32 et 40 kW. Donc on va pouvoir progressivement s'intégrer dans des projets collectifs plus conséquents. Sinon, on peut être sur des bâtiments type tertiaire, des bâtiments type hôtel, restaurant, mais vraiment destination chauffage plus production d'eau chaude sanitaire. Au niveau du dimensionnement, donc voilà, c'est ce que j'ai indiqué juste avant, on est sur des pompes à chaleur à peu près de 6 à 20 kW. Bientôt, on pourra aller jusqu'à 40 kW, donc jusqu'à plus de 300 kW en cascade. On est sur un dimensionnement qui est un peu plus faible que ce qu'on avait avec la PAC solaire. Pourquoi? Parce que il y a également une différence ici entre la PAC solaire et la PAC solarothermique. La PAC solarothermique, il y a une régulation qui a été intégrée pour pouvoir gérer le dégivrage de nos panneaux. Donc, comme une unité d'air extérieur, on peut avoir du givrage au niveau de cette source froide. Et donc, grâce à cette fonction réversible de la pompe à chaleur, on va pouvoir gérer ce dégivrage. Là où avec la PAC solaire, on ne gère pas le dégivrage, donc on installe une surface un peu plus élevée pour éviter ce givrage. Également avec cette pompe à chaleur solarothermique, donc j'ai dit qu'on était sur une température entrée maximale d'évaporateur de 25 degrés. On est sur une température entrée évaporateur qui peut descendre jusqu'à moins 20 degrés. C'est-à-dire qu'on va faire de la production de chauffage même la nuit. Donc on est souvent sur des coefficients de performance en nuit si on est vraiment sur les températures les plus négatives, les plus défavorables. On va toujours être sur un coefficient de performance supérieur à 1,8, mais avec plutôt des performances annuelles
de SPF aux alentours de 3,5 et en intégrant l'autoconsommation photovoltaïque, on est supérieur à 4. Donc là, on va pouvoir atteindre jusqu'à 80% d'autonomie énergétique au niveau chauffage, eau chaude sanitaire et production d'électricité. On va permettre la suppression de l'unité d'air extérieur et également le fait de ne pas avoir besoin de forage géothermique pour alimenter une pompe à chaleur. En point d'attention également, on va retrouver cette surface d'installation. Bien sûr, si on est sur du résidentiel collectif, bah souvent la surface disponible qu'on va avoir, ça va être sur de la toiture terrasse typiquement. Et on a rarement la possibilité d'installer 200-250 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Donc on peut avoir des alternatives pour faire par exemple du dimensionnement de packs hybrides pour pas gérer l'ensemble des déperditions du bâtiment, mais gérer plutôt par exemple 50% des déperditions, enfin 40 à 60% des déperditions, pour couvrir à peu près 80% des besoins totaux. La surface d'emprise en chaufferie, forcément, on est sur des puissances de pompe à chaleur qui sont assez faibles, 6 à 20 kW. Donc on va avoir, si on a jusqu'à 8 packs en cascade, on a un besoin de place en chaufferie qui est assez important. Au niveau d'un autre point d'attention, c'est le rafraîchissement. Si on est sur des besoins en froid qui sont très importants, typiquement dans le sud, nous on se trouve à Marseille aujourd'hui, on a un rafraîchissement qui est limité à 30-40% de la puissance calorifique. Et dernier point d'attention, la température maximale entrée évaporateur. S'il y a très peu de besoins en été, au niveau de l'eau chaude sanitaire, du chauffage ou du rafraîchissement, forcément cette température est assez limitante parce qu'on va avoir moins de fonctionnement et donc c'est quand même tout l'enjeu de ce système, c'est de pouvoir aussi apporter de la chaleur en été, donc d'avoir des besoins d'eau chaude sanitaire qui soient aussi un minimum important. Et enfin, dernier système, donc, qui s'appelle la PAC solarothermique sur sonde dans les feuilles de conditions d'éligibilité au fonds chaleur de l'ADEME. Nous, on appelle ça plutôt la géothermie solaire. Pourquoi la géothermie solaire? C'est qu'on va pouvoir s'intégrer dans un système de géothermie sur sonde verticale, très classique. On va pouvoir rajouter nos panneaux en ayant en fait une deuxième source froide pour cette pompe à chaleur. Plusieurs applications, production d'eau chaude sanitaire, production de chauffage également. On va également ici avoir la possibilité de faire du rafraîchissement avec du geocooling ou du free cooling. Une application très importante, ça va être de pouvoir limiter la dérive thermique du sol. On constate, nous, notamment dans les pays nordiques, mais également en France, que au bout de 25 ans d'activité d'un système géothermique, on a une grosse dérive thermique du sol, c'est-à-dire que on a une température moyenne du sol au début qui est de l'ordre de 12-15 degrés. Et au fur et à mesure des années, on va vraiment dériver au niveau thermique pour atteindre des températures souvent comprises entre 5 et 8 degrés en moyenne, des fois pire que ça lorsqu'on a des besoins de chauffage qui sont très importants. Donc l'apport de nos panneaux hybrides va permettre de réduire cette dérive thermique et en plus de ça, d'avoir une production d'électricité. Donc au niveau des bâtiments, on peut s'inscrire vraiment sur tout type de bâtiments, hein, du collectif, du tertiaire, des complexes sportifs pour de la piscine par exemple. Et on peut également s'intégrer dans des boucles d'eau tempérées ou plutôt réseaux de chaleur. Au niveau du dimensionnement, ah mince, là il y a quelque chose qui n'est pas passé, mais bon, on n'est pas sur les puissances indiquées. Par contre, sur le dimensionnement, on est sur des surfaces qui sont bien moindres. On est sur du 0,3 à 0,6 panneaux par kilowatt de pack, parce qu'on n'est pas la seule source froide de cette pompe à chaleur. Donc il faut compter à peu près 1 mètre carré de panneaux hybrides par kilowatt de pack. Au niveau des forces et des points d'attention, on a également ici une suppression de l'unité d'air extérieur. On va uniquement avoir des panneaux et du fourrage thermique, du fourrage sonde verticale en tant que source froide. On va avoir une augmentation du SPF parce que nos panneaux vont permettre de réchauffer le sol, donc de réduire ces déperditions, cette dérive thermique du sol. On va également avoir la possibilité de réduire le nombre de sondes, pardon, ce qui peut être vraiment intéressant lorsqu'on a un investissement budgétaire qui est limité, lorsqu'on souhaite également faire de la production d'électricité ou lorsqu'on a même une surface de forage qui va être assez faible. Bah là, on va pouvoir réduire jusqu'à peu près 40-50% le nombre de sondes en intégrant nos panneaux sans augmenter l'investissement financier. On permet également, dans certaines conditions, de pouvoir augmenter le taux de couverture du bâtiment. Et on a une surface d'installation qui est vraiment moindre que ce qu'on peut avoir sur les deux systèmes précédents. Au niveau des poids d'attention,
forcément la géothermie solaire, la géothermie déjà classique, c'est un coût d'investissement assez important. Parfois, le système solaire thermique peut être considéré comme un bonus. Donc, il y a vraiment une nécessité de pouvoir analyser son bon fonctionnement. C'est vraiment primordial. Typiquement, je me suis déplacé sur une installation en février où le solaire avait été coupé depuis 2 ans. Le fonctionnement de l'installation était toujours pertinent, mais dans les prochaines années à venir, bah, en fait, ce manquement du solaire thermique, le fait que le solaire thermique ne soit plus activé, bah, ça peut avoir des impacts vraiment négatifs sur les performances du système et sur l'alimentation de cette pompe à chaleur. Également, il faut bien considérer qu'il n'y a pas forcément de production solaire lorsque la température du sol est très élevée. Donc typiquement, si on fait du géocooling, bah, il va falloir arrêter derrière l'apport thermique des panneaux. Donc en fait, on peut avoir bah, voilà, ce fait de différencier le circuit solaire du circuit sonde géothermique. Ça permet vraiment de pouvoir couper le solaire thermique, par exemple, en été, ou de pouvoir l'activer s'il n'y a pas de besoin de froid. Et dernière slide, juste pour que vous ayez une petite synthèse de cette présentation avec les régimes de température, les dimensionnements, bâtiments et applications, mais je vois que le temps file, donc je vais laisser la parole à la prochaine personne, Merci Tom. à la prochaine C'est présentation. comme tu le dis, le temps file. Donc je vais être très succinct sur la partie Boénergie pour laisser le temps à Lauriel de pouvoir aborder la partie géothermie. Donc on a eu une question sur l'intérêt de pouvoir combiner Boénergie et géothermie. Alors, qu'est-ce que c'est l'objectif du Boénergie et de la géothermie? C'est de pouvoir être mis en place afin de pouvoir ensuite avoir un couplage. Et ce couplage, du coup, l'objectif, c'est de pouvoir maximiser le ratio entre euros investis et mégawattheure ENR produit. Souvent, on essaye de produire, de mettre en place une installation avec environ 50% de la puissance installée pour avoir un taux de couverture entre 80 et 90%. Ça peut varier en fonction des installations, hein, c'est pas une valeur sacrée, hein, ça doit être calculé et vérifié via des monotomes de puissance. Et quand on regarde du coup la monotone de puissance, on obtient ce type de courbe. On voit donc en orange la partie chaudière biomasse ou géothermie qui va couvrir 80-90% des besoins. Et après, du coup, il nous reste 10 à 20% des besoins qu'on fait avec une chaudière d'appoint. Cette chaudière d'appoint, du coup, il va falloir mettre en place, si on est sur une installation qui fait 100 kilowatts, il va falloir qu'elle fasse environ 50 kilowatts avec, par exemple, un appoint gaz pour 50 kilowatts avec une chaudière bois. Ce qui fait que si on installe un autre système avec du coup un couplage géothermie plus bois énergie, ça va faire que de base c'est des installations qui sont assez coûteuses mais qu'on arrive justement à rentabiliser parce qu'on arrive à faire cet équilibre technico-économique. Si on met en place ces deux technologies, ça veut dire que l'une des deux va devoir se positionner sur la partie où elle va couvrir un très faible taux de couverture pour une puissance appelée importante. Du coup, ça fait que c'est pas pertinent d'allier ces deux technologies puisque les d'investissement sont trop importants par rapport aux besoins fournis. On avait une deuxième question, notamment du coup sur le temps humain à passer en chaufferie. Alors, je vous ai remis du coup des documentations qu'on a pu produire, notamment la suivante, c'est celle qu'on a pu produire pour le programme OptiWood. Ce qu'on peut noter, c'est que pour les besoins journaliers, il faut compter environ 15 minutes par jour. C'est essentiellement une vérification et de la surveillance pour vérifier justement que l'installation fonctionne comme il faut et assurer un bon suivi. Pour la partie hebdomadaire, on est environ à 1h30 par semaine. C'est plus des actions de maintenabilité de l'installation et d'entretien. Donc, ça va être nettoyer les surfaces, vider le bac à cendres, ce genre de choses. Vérifier également de toujours tenir le cahier de chaufferie, c'est très important pour l'historique et la maintenance qui sera préventive et curative. Et finalement, il y a toute une série de contrôles et d'actions à mettre en place à échelle trimestrielle, pardon. Donc on évalue ça à peu près à 3 jours par an. Et là, on va compter donc tout ce qui est test de combustion, le ramonage,
les vérifications des systèmes automatiques de silage, ce genre de choses. Donc voilà, ça vous fait une enveloppe assez conséquente, hein. C'est pour ça qu'on dit aussi que quand on a une chaufferie bois, on a une nécessité d'avoir pas mal enfin une personne quasi à plein temps en fonction de la taille de l'installation. Et je vous ai remis le tableau des fréquences, donc en fonction du type de tâche et du niveau de compétence requis pour mettre en place ces actions-là. Ce tableau-là était produit par Optiwood et je vous laisserai en prendre connaissance. Je suis désolé, on est très très en retard, donc je me dépêche un petit peu. Dernier point donc qui nous était remonté, c'est concernant le coût du granulé qui est maintenant qui peut être plus important que la géothermie avec l'évolution des conditions d'éligibilité et de financement, et notamment via le coût de pouce x5 sur la géothermie. Donc, est-ce qu'il y a toujours un intérêt à orienter les projets vers le bois énergie plutôt que la géothermie? En fait, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse miracle. C'est-à-dire que vous avez des situations où ça va être plus opportun de mettre de la géothermie, des situations où ça va être plus opportun de mettre du bois énergie. Donc, par exemple, si vous êtes sur un ancien bâtiment qui a besoin de beaucoup de chaude sanitaire que son réseau de chauffage est à température assez élevée, ça fait que le bois énergie serait plus intéressant. A contrario, si vous êtes sur un bâtiment neuf ou sur un bâtiment récent, la géothermie peut être plus intéressante puisque souvent les réseaux de chauffage ont des températures plus basses. Ce qu'on peut noter également, c'est que côté environnement, donc le bois énergie, c'est une énergie renouvelable, la géothermie également. Sauf que côté géothermie, on consomme de l'électricité qui, la plupart du temps, n'est pas renouvelable. Si on prend en compte les facteurs d'émission de la base empreinte de l'ADEME, donc la donnée de 2024 donne pour des consommations de chauffage en hiver pour l'année 2024 de 112 kg par mégawattheure d'émissions de CO2, contrairement au bois où sur le cycle de vie, l'analyse du cycle de vie complète, on est entre 16 et 27 kg par mégawattheure. Donc il y a aussi cet impact-là à prendre en compte. Et je fais aussi un petit aparté pour vous dire que ça a été récemment modifié, mais la réglementation GMI pour la géothermie est passée de 100 kW à 2 MW. Donc il y a aussi plus de facilité à mettre des installations de moyenne et grande puissance. Et tout ça donc rentre dans un cadre, donc la démarche ENR Choix, qu'il faut aussi évaluer en fonction du contexte de son projet. Le plus souvent, du coup, la géothermie va être mise en avant en priorité, mais en fonction des cas, par exemple, si on a une démarche consommateur, c'est-à-dire que la personne est en autoconsommation, elle gère son bois de manière durable, ça peut être aussi un facteur qui met en avant le bois énergie en face devant la géothermie. Voilà, je suis désolé, du coup, j'ai été assez succinct. Je pourrais pas prendre de questions et je vais laisser tout de suite la parole à Laurielle Brignon pour qu'elle nous parle de la géothermie. Et merci Corentin. Du coup, bonjour tout le monde, moi je m'appelle Laurielle Brignon, je travaille au CRER, je vais essayer d'être assez rapide. La première question qu'on avait eue, c'était lors d'une note d'opportunité, comment savoir si une solution en aquathermie ou en thalassothermie serait plus intéressante et réalisable qu'une installation en géothermie. Donc la réponse, en fait, c'est, si tu veux bien, merci. Alors déjà, rappeler un peu ce que c'est la thalassothermie rapidement pour ceux qui ne savent pas forcément. C'est comme de la géothermie, mais ce qu'on exploite, c'est pas de l'eau du sous-sol ou le sous-sol lui-même, c'est l'eau de mer qui a une capacité calorifique assez importante, puisqu'elle est en circulation, que c'est une grande surface. Donc voilà le principe. Donc là, vous avez à quoi ça ressemble un échangeur. Et si tu passes à la suivante, merci. Donc, la thalassothermie, c'est très intéressant dans certains projets, mais il faut que ce soit de gros projets de manière générale, avec des besoins importants, notamment, par exemple, en eau chaude sanitaire. Par exemple, le dernier qui s'est fait, c'était à La Roche, c'était au Sable d'Olonne, pardon. Et l'idée, c'était de faire de la thalassothérapie. Donc, c'était un gros site qui avait des besoins de chauffage importants, des besoins de froid importants, des besoins d'eau chaude sanitaire assez importants également. Et ils étaient proches déjà de la plage, avec un port assez couvert. Parce qu'il faut savoir qu'en thalassothermie, on ne peut pas faire de la thalassothermie sur des côtes escarpées rocheuses battues par les tempêtes ou des côtes avec des pentes rapides. Parce que dans les cas-là, vous avez
une succession d'études à mener, des études géophysiques, des études sismiques, stratigraphiques. Enfin, il y a quand même c'est assez lourd à monter des dossiers de thalassothermie. Je dis pas du tout qu'il faut pas le faire, hein. C'est très intéressant dans certains cas, mais il faut la ressource, la réglementation qui l'autorise, et puis être sûr que question dimensionnement, ça a été bien pris en compte. Est-ce qu'on a vraiment de gros besoins pour que l'investissement soit rentable sur long terme? En sachant qu'il y a quand même une partie maintenance qui est assez importante, puisque l'eau de mer, c'est de l'eau salée, et qu'il peut y avoir une corrosion et puis des problèmes sur les échangeurs. Donc, il faut quand même nettoyer les crépines, les pompes, les fils des échangeurs. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Je te laisse zapper à la page suivante. Alors, pour ce qui est la différence entre géothermie sur sonde et sur nappe, donc la géothermie sur nappe, on l'appelle aussi aquathermie parce qu'en fait, on exploite l'eau du sous-sol. Donc, quand c'est que c'est intéressant, la géothermie sur sonde, c'est intéressant si on a les cartes de réglementation qui nous disent qu'on peut le faire. Donc, c'est une fois encore, il faut que la réglementation l'autorise. Donc, sur le territoire français, c'est presque 99 ou 98% du territoire qui permet, donc, si je ne dis pas de bêtises. Il faut que la ressource soit là, c'est-à-dire que sur sonde, c'est la conductivité thermique du sous-sol, c'est-à-dire la capacité des roches à renvoyer la chaleur qu'il faut garder. Et sur nappe, est-ce qu'il y a une nappe? Est-ce qu'il y a un débit suffisamment important? Donc, on ne peut pas toujours faire d'aquathermie, on ne peut pas toujours faire de la géothermie sur nappe. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc ça fait des fois la différence sur un projet, hein. Les besoins en chaud, en froid, en ECS peuvent être couverts. Quoique, comme disait Corentin, des fois, l'ECS, même si on peut le faire, ça peut quand même dégrader un peu le COP. Donc il faut bien réfléchir, puisqu'il faut respecter les 55 degrés dans le bouclage sanitaire de l'eau chaude. Ça veut dire envoyer de l'eau chaude très chaude à 55 degrés sans arrêt. Donc ça à prendre en compte. Et il faut des puissances nécessaires. Souvent, ce qu'on dit, c'est que la géothermie sur nappe, mais bien sûr, c'est à prendre au cas par cas, c'est pas une généralité absolue. C'est plus intéressant que la sonde dans le cas où on a des très forts besoins. Et parce que la géothermie sur nappe, ça va couvrir 100% ça va se couvrir 100% des besoins. On a des dimensions à 120%, ce qui n'est pas toujours le cas pour la géothermie sur sonde, qu'on dimensionne plutôt autour de 60%, et on rajoute un appoint pour couvrir 99% des besoins toute l'année. L'investissement est plus important sur la nappe généralement, et les aides du fonds chaleur sont plus importantes sur sonde. Donc, en sachant que la maintenance est très faible sur sonde, puisqu'une fois qu'on a cimenté les sondes, elles sont là pour au moins 50 ans et il n'y a pas besoin d'y toucher. Alors que sur nappe, c'est un peu moins important quant à la sous-thermie, mais il faut quand même s'occuper des pompes, faire l'entretien des filtres. Il y a quand même un peu de maintenance. Tu peux peut-être. Alors, donc, comment faire le choix, l'étape d'opportunité? Déjà regarder où c'est qu'on se trouve. Est-ce qu'on se trouve à proximité d'une étendue d'eau? Par exemple, des fois, on peut faire de la géothermie, enfin, c'est de la géothermie du coup, mais on peut faire sur haute surface, comme des lacs, des étangs, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine surface pour qu'on ne gèle pas l'étang en l'exploitant. Donc, il faut quand même bien regarder les surfaces. S'il y a un débit, si c'est une rivière, ce genre de choses. Par exemple, sur la Loire, il y a eu quand même quelques exemples. Et la question se pose de est-ce qu'il y a de la boue, des biseaux salés, ce genre de choses. Donc il faut bien prendre en compte tous les facteurs d'opportunité, que ce soit la réglementation, la ressource, et puis la maintenance après par la suite. Est-ce que le projet a des gros besoins? Est-ce qu'il sera de manière à le rendre à la fois le plus simple possible et à la fois le plus optimal possible? Donc c'est un peu ça l'idée. Donc c'est ça la réglementation, avec des freins qui sont souvent la réglementation, l'investissement, la maintenance. Donc vous avez là récapitulé tous les opportunités, tous les freins. De toute manière, je crois que vous aurez le PowerPoint donc, ou l'enregistrement. Donc vous pourrez regarder et puis revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Je te laisse. Alors pour ce qui est de l'éligibilité aux aides, donc il n'y a pas de frein de ce côté-là, puisque pour l'ADEME, on peut faire de la PAC OO sur échangeur ouvert, donc soit sur une nappe d'eau souterraine, soit sur eau de mer ou sur haute surface. Donc là-dessus, c'est pas ça qui fera la différence. Plus réglementation, ressources et maintenance par derrière. Avec la pertinence avec votre projet, hein, il y a des projets qui sont nettement plus pertinents et qui vont être très optimaux sur eau de mer ou sur lac, hein. Des fois, ça vaut vraiment la peine. Je te laisse. Ah oui. Donc, la deuxième question qui a été posée, c'est quelles sont les possibilités d'intégration au géocooling en fonction du type d'émetteur? Donc, la réponse, c'est que les émetteurs, notamment les planchers,
sont prévus pour des eaux entre 18 degrés et 22 degrés, sinon il y a condensation. Il faut savoir que les émetteurs qui sont adaptés, c'est des émetteurs basse température, moyenne température, notamment les planchers rafraîchissants, les plafonds rafraîchissants, les murs rafraîchissants, même si c'est un peu moins courant, les ventiloconvecteurs s'ils ont une batterie froide et qui peuvent souffler de l'air frais, et la CTA, batterie froide. Ce qui est totalement inadapté pour faire du géocooling, c'est les radiateurs en fonte et les radiateurs acier. Mais ça ne veut pas dire que quand vous avez cet exemple et puis que vous voulez faire du géocooling dans une maison, vous ne pouvez pas le faire. Ça veut juste dire qu'il faudra dire aux porteurs de projet de rajouter, par exemple, quelques ventiloconvecteurs dans la maison pour souffler de l'air froid en plus du chaud qui est prévu. Donc la solution, c'est de rajouter des émetteurs. Donc là, vous avez résumé les avantages de tous les émetteurs et leurs inconvénients. Donc en haut, vous avez les émetteurs haute température que sont les radiateurs, les aérothermes et les CTA à batterie chaude. Donc eux, ils sont incompatibles parce qu'ils vont condenser. On ne peut pas faire de géocooling avec ces émetteurs. Ce qu'il faut faire, c'est souvent rajouter des émetteurs de moyenne à basse température qui, eux, permettent de faire du géocooling avec une forte puissance frigorifique. Ça ressemble un peu à des clims, avec une déshumidification efficace. Il y a des pics de chaleur, donc s'il fait 45 degrés, ça va faire beaucoup de bien. Toutefois, il y a une légère nuisance sonore et visuelle, bah, c'est un peu comme une clim, hein, avec un confort moindre de ce côté-là et une consommation un peu plus importante, un entretien élevé. La solution idéale, c'est vraiment les émetteurs basse température, très basse température, que sont les planchers chauffants et les plafonds, non, du coup, les planchers rafraîchissants et les plafonds rafraîchissants, pardon, il faut qu'ils soient réversibles quand même, avec des avantages question confort, puisqu'ils vont être silencieux, de grande surface d'échange et assez économiques une fois installés. L'inconvénient, c'est qu'il faut bien les dimensionner et puis qu'il faut que ça ait un certain coût à l'installation. Que j'ai fini. Corentin, je ne sais pas. Ah bon. Merci Daniel pour ta participation. Je suis désolé, du coup, on est déjà hors temps. On va devoir mettre fin à la session. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez, et puis on sera un plaisir d'y répondre par retour de mail. Tout à fait. Voilà, je vous remercie à tous. Passez une bonne Merci. journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci.